Je n'aurais jamais pensé raconter cette histoire, mais me voilà, Emma Rodriguez, assise dans mon appartement sans dette, repensant à un parcours qui a commencé dans une cuisine où j'ai appris que ma place n'était pas à la table des rêves académiques. En grandissant dans notre maison de banlieue, la hiérarchie était cristalline dès que je pouvais comprendre les conversations du dîner. Mon frère aîné, David, était l'enfant prodige. Élève au tableau d'honneur, capitaine de l'équipe de débat, le garçon dont les professeurs se souvenaient encore avec tendresse des années plus tard. Et puis, il y avait moi, 3 ans plus jeune, toujours en train de lutter pour ne pas disparaître dans son ombre, tandis que mes parents, Maria et Robert Rodriguez, rayonnaient de fierté à chacun de ses accomplissements. Les murs de notre maison étaient tapissés de ses certificats et récompenses, un véritable sanctuaire à sa réussite scolaire qui s'agrandissait chaque semestre. Pendant ce temps, mes propres accomplissements, rubans de foire scientifique, médailles de débat, certificats de société d'honneur, finissaient mystérieusement dans un tiroir ou oubliés sur le plan de travail de la cuisine. Je me souviens exactement du moment où j'ai compris ce que ma famille pensait vraiment de moi. J'avais 15 ans. Voûté sur mes devoirs de chimie avancée à la table de la cuisine, l'odeur de arroz con pollo de ma mère emplissant ma pièce. David venait de rentrer de sa première année à Northwestern, racontant des anecdotes sur son programme de pré-médecine pendant que je luttais avec des équations moléculaires en arrière-plan. « Emma, pourquoi te torturer avec ces cours difficiles ?» a ricané David en jetant un coup d'œil à mon manuel. « Tu sais bien que l'université n'est pas faite pour tout le monde, non ? De toute façon, les filles n'ont pas vraiment besoin de filière scientifique. » Ma mère, Maria, a levé les yeux en remuant le riz et a hoché la tête. « David a raison, ma chérie. Peut-être devrais-tu te concentrer sur quelque chose de plus pratique. Trouve une carrière gentille qui ne t'épuisera pas. Ou mieux, trouve un bon mari qui prendra soin de toi. » Mon père, Robert, n'a presque pas levé les yeux de son journal. « Ton frère est l'intelligent de la famille, Emma. Ne te fais pas d'illusions. » Ces mots m'ont frappé comme un coup physique, chaque syllabe confirmant ce que je soupçonnais sans vouloir l'admettre. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Mais il s'est passé autre chose aussi. Une étincelle de détermination s'est allumée dans ma poitrine, une flamme discrète qui allait brûler des années. J'ai décidé que je leur prouverais qu'ils avaient tort, mais je le ferais silencieusement, méthodiquement et à mes conditions. Ce que ma famille ignorait, c'est que j'étais déjà acceptée dans un programme de recherche d'été à Johns Hopkins, une expérience qui allait bouleverser ma vision de mon propre potentiel. Les remarques n'ont fait que s'intensifier à mesure que j'avançais au lycée. Les dîners de famille sont devenus des exercices d'humiliation tranquille, chaque plat assaisonné de faibles attentes et de commentaires condescendants. « Emma, tu as regardé ce collège communautaire du centre ?» demandait mon père en coupant son steak avec précision presque cérémonielle. « Ils ont un bon programme d'infirmières, très stable pour les femmes. » Ma tante Margaret, qui venait chaque dimanche, me tapotait la main avec bienveillance. « Au moins ta sœur a eu une bourse complète à l'université d'État. Tu aurais dû faire plus d'efforts, Emma. Mais ne t'inquiète pas, ma chérie, tout le monde n'est pas fait pour l'université. » Pendant ce temps, la performance médiocre de David était célébrée sans réserve. Son score de 1200 au test d'aptitude scolaire fut traité comme un triomphe avec dîner au restaurant de son choix et coup de fil aux proches pour partager la merveilleuse nouvelle. Quand je mentionnais avoir eu un A+ à un contrôle de calcul, ma mère souriait d'un air distrait et disait « C'est bien ma chérie, mais ne te surmène pas, tu ne veux pas te brûler avant d'avoir commencé ta vraie vie. » Le message était clair, mes efforts scolaires étaient mignons, mais au fond inutiles. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était les nuits que je passais dans ma chambre à non seulement faire mes devoirs, mais à aller bien au-delà. Alors qu'ils pensaient que je peinais à suivre, j'apprenais en autodidacte la physique avancée avec des cours en ligne de MIT. Pendant qu'ils imaginaient que je survivais tout juste à mes classes, je lisais de la littérature de niveau universitaire et j'écrivais des articles de recherche qui impressionneraient plus tard de vrais professeurs. J'ai appris à cacher ma faim de savoir, parce qu'à chaque fois que je montrais de l'enthousiasme pour apprendre, quelqu'un trouvait une façon de l'écraser. Le vrai tournant a eu lieu au printemps de ma première année. En secret, je me préparais aux tests d'aptitude depuis des mois avec des manuels achetés grâce à mon petit boulot à la bibliothèque municipale. Les ampoules sur mes doigts, souvenirs de sessions infinies de tests blancs, se cachaient sous des manches longues et mes yeux rouges à force de veiller tard étaient attribués à trop de télévision. Je me dis aux parents que je passais l'examen juste pour voir. Quand mes résultats sont arrivés ce matin de juin humide, je restais interdite devant l'écran. 1580 sur 1600. J'avais 380 points de plus que l'enfant prodige, une donnée qui a fait trembler tout mon univers.
Mais au lieu de dévaler les escaliers pour partager la nouvelle, j'ai calmement imprimé le relevé et je l'ai glissé dans mon tiroir à côté de la pile de brochures universitaires que j'accumulais en secret. Quelque chose me disait d'attendre, de garder cette victoire près du cœur jusqu'au moment opportun. Cet été-là, pendant que ma famille imaginait que je travaillais à la bibliothèque et que je me cherchais, je montais en secret le dossier de candidature le plus solide qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Je faisais du bénévolat à l'hôpital pour enfants, je donnais des cours de soutien en maths et en sciences à des élèves défavorisés et je menais un projet de recherche indépendant en chimie environnementale avec un professeur de l'Université de Chicago qui m'avait remarqué lors d'un programme d'été. Le courriel que j'ai reçu un soir d'août allait tout changer et je n'étais pas prête à le partager. Il venait de Stanford et l'objet m'a fait battre le cœur. Exonération des frais d'inscription en admission anticipée approuvée. Nous sommes impatients d'étudier votre dossier. Mon année de terminale a commencé avec la même dynamique familiale, mais désormais, je portais un secret comme on porte le feu. David galérait en 3e année à Northwestern, sa moyenne générale avait tombé à 2,8 et le rêve de pré-médecine devenait de moins en moins plausible. Mes parents s'inquiétaient pour son avenir et pour le coût grandissant de sa scolarité, mais trouvaient encore le temps de me rappeler ma place dans la famille. « Emma, j'ai pensé », m'a dit ma mère un soir d'octobre en rangeant la table, mes mains dans l'eau savonneuse, tandis qu'elle essuyait. « Peut-être que l'université n'est pas pour toi. Tu pourrais apprendre un métier et travailler directement après le lycée. Ta cousine Jessica gagne bien sa vie comme hygiéniste dentaire, et elle n'a étudié que 2 ans. » Mon père a hoché la tête depuis son fauteuil, sans quitter des yeux la télé. Ta mère a raison, ma chérie. Pourquoi te coller le stress et les dettes d'une université de 4 ans? Tu n'es pas comme David. Tu dois travailler tellement plus pour des notes moyennes. S'il savait que mes notes moyennes correspondaient à une moyenne pondérée de 4,7, 3e sur 847 élèves. Mais j'avais appris à gérer seul les relevés, à imiter leurs signatures et à traiter directement avec le lycée. La saison des candidatures était surréaliste. Pendant que mes camarades se rongeaient les ongles en public, je menais une campagne secrète qui aurait impressionné n'importe quel consultant en admission. J'ai postulé dans 12 universités, Stanford, MIT, Yale, Princeton, Johns Hopkins, Northwestern, l'Université de Chicago, Harvard, Columbia, Brown, Duke et Vanderbilt. Chaque fercuple était taillé sur mesure, mettant en avant des facettes différentes de mes résultats et de mes engagements extrascolaires que ma famille ignorait. Décembre a apporté la première vague des réponses et j'ai eu du mal à me concentrer en cours le jour où la décision de Stanford devait tomber. Je filais chez moi, je m'enfermais les mains tremblantes et je me connectais au portail d'admission. Félicitations Emma, nous sommes heureux de vous informer que vous êtes admise à la promotion 2028 de Stanford. Mais ce n'était pas qu'une admission. On m'attribuait aussi la bourse du président, une bourse complète au mérite de $280 000 sur 4 ans, couvrant les frais de scolarité, le logement, la restauration, les livres et même une allocation personnelle. Il m'a fallu 3 lectures pour réaliser. Puis j'ai imprimé la lettre d'admission et l'attribution de bourse avec le respect qu'on réserve à des manuscrits anciens et j'ai glissé le tout dans mon dossier secret. En bar, j'entendais mes parents au téléphone avec David parler de sa chimie organique et de sa moyenne en chute libre. Le printemps a apporté une avalanche d'admissions et d'offres que j'ai dû cacher comme de la contrebande. Le MIT m'a accepté avec une bourse de mérite de $180 000. Et Yale m'a offert une place dans son programme d'honneur avec une bourse renouvelable de $125 000. La lettre de Princeton était accompagnée d'un mot personnel du doyen des admissions, saluant ma proposition de recherche et m'invitant à une voie accélérée vers le doctorat. Chaque acceptation était une petite victoire contre tous ceux qui avaient douté de moi, mais le moment le plus gratifiant a été l'appel de la Corporation des bourses nationales du mérite. J'étais dans ma chambre, censée faire mes devoirs, quand le téléphone a sonné. « Félicitations Emma », a dit la voix. « Vous avez été nommée boursière nationale du mérite, l'une des 2500 élèves dans tout le pays à recevoir cet honneur. » La bourse en elle-même n'était que de $2500, mais la reconnaissance comptait plus que tout. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie fière de mes résultats, validée par une organisation qui n'avait aucune idée des faibles attentes de ma famille. Mais ce que ma famille ignorait, c'est que j'étais déjà acceptée à Stanford, MIT, Yale, Princeton, Johns Hopkins et Northwestern, avec des offres totalisant plus de $400 000. Je gardais ces victoires sous le faux fond de mon tiroir, à côté de manuels aux couvertures ternes qui camouflaient des brochures brillantes d'universités prestigieuses. Ils ne savaient pas non plus que le livret de collège communautaire que je tenais pendant l'une de leurs leçons de réalisme cachait en réalité ma lettre d'admission du MIT, reçue le matin même.
Le point de rupture est arrivé en avril, pendant ce qui aurait dû être un moment de fête à l'approche de ma remise de diplôme. À la place, cela a été la réunion de famille la plus douloureuse de ma vie. Mes parents m'ont convoqué au salon, leur visage sérieux, au point de me nouer l'estomac. « Emma, il faut qu'on parle », a commencé mon père, d'un ton plus grave que je ne l'avais jamais entendu. « Nous avons réfléchi à tes projets après le lycée et nous avons pris une décision qui est, selon nous, la meilleure pour toute la famille. » Ma mère a enchaîné, douce mais ferme, le ton qui précédait toujours les mauvaises nouvelles. « Ma chérie, on pense qu'il serait mieux que tu prennes une année de césure. Tu pourrais travailler à temps plein, aider la famille pendant que David finit ses études. L'université coûte si cher et honnêtement, nous ne sommes pas sûrs que ce soit le meilleur investissement pour toi. » Leurs mots m'ont glacé, mais mon père n'avait pas fini. « Nous avons décidé d'utiliser l'argent que nous avions mis de côté pour tes études afin d'aider David avec ses prêts étudiants. Il traverse une période difficile sur le plan académique et il a besoin de notre soutien pour se remettre sur les rails. Tu comprends, n'est-ce pas? Il est si proche de devenir médecin et son éducation est un investissement familial. » Ma mère a hoché la tête comme si tout allait de soi. « Tu es intelligente à ta manière, mais tu n'es pas faite pour l'université comme David. Il n'y a pas de honte à ça. Tu pourrais apprendre un métier, peut-être devenir prof dans un collège communautaire. Ce sont des emplois stables pour les femmes. Les filles n'ont pas besoin d'un diplôme comme les garçons. » Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'en avais fini de me cacher, fini d'être sous-estimée, fini de me faire petite pour ne pas déranger. Quand ma mère a trouvé la lettre dans ma chambre le lendemain matin, j'avais laissé exprès un coin de Princeton dépassé, j'ai su que l'heure était venue. La confrontation a éclaté lors du brunch du dimanche, une tradition familiale, avec les fameux pancakes de ma mère et les plaintes habituelles de David sur ses profs. Toute la famille élargie était là, mes parents, David, tante Margaret et ma cousine Amanda. La cuisine sentait le sirop d'émeraude et le café, mais l'atmosphère était lourde d'attentes non dites à propos de mon avenir. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a exigé ma mère en agitant le coin du papier dentelle de Princeton qu'elle avait trouvé. « Tu fais semblant de candidater dans des universités? Emma, tu vas te couvrir de ridicule, ne te fais pas d'illusions. » David a levé les yeux de son téléphone, un rictus au coin de les lèvres. « Sérieusement, Emma? Princeton? Ne sois pas ridicule, tu sais bien que ce n'est pas réaliste pour quelqu'un comme toi. » Tante Margaret a hoché la tête, faussement peinée. « Emma, ma chérie, tu as des si grands rêves pour un si petit esprit. Ton frère est le savant de la famille. Toi, tu devrais te concentrer sur trouver un bon mari, pas sur ses fantaisies. » Les mots flottaient comme de la fumée, chaque insulte confirmant leur incapacité à me voir telle que j'étais. Mais au lieu de la colère, j'ai senti une paix profonde m'envahir, la même force silencieuse qui m'avait soutenue pendant des années d'études nocturnes et de réussites cachées. « Vous avez tout à fait raison », j'ai dit d'une voix étonnamment stable. « Je n'aurai pas besoin de votre fonds d'études. » Ils m'ont tous fixée, surprise, attendant sans doute une larme ou une scène. Au lieu de quoi je me suis excusée, je suis allée dans ma chambre et je suis revenue avec une chemise cartonnée contenant mon avenir soigneusement rangé. J'ai posé les documents sur la table, un à un, comme des cartes dans une partie que je gagnais en secret depuis des années. « Voici ma lettre d'admission de Princeton », j'ai dit calmement, en déposant le paquet épais au blason distinctif, avec une bourse complète d'une valeur de 125 000 $. La tasse de café de mon père a teinté contre la soucoupe. « Et ceci est mon admission à Stanford, avec une bourse méritée totalisant 280 000 $. Le papier tremblait dans les mains de ma mère pendant qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle voyait. « Et voici Yale, avec une bourse renouvelable de 95 000 $. MIT, Northwestern et Johns Hopkins m'ont également fait des offres. Voilà seulement quelques-unes des universités qui estiment que je suis bien une faite pour l'université, papa. » J'ai sorti mon relevé du test d'aptitude, les chiffres nets sur le papier blanc. 1580 sur 1600. C'est 380 points de plus que le score de David. Le visage de mon frère a pâli, sa suffisance habituelle remplacée par quelque chose qui ressemblait à la panique. Enfin, j'ai sorti mon certificat de boursier national du mérite, impeccable dans sa pochette protectrice. Il atteste que je fais partie des 2500 meilleurs élèves dans tout le pays. J'ai été particulièrement impressionnée par ma recherche indépendante en chimie environnementale. Le silence qui a suivi a été étourdissant. Ma mère s'ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors d'eau. Mon père fixait les documents comme s'ils pouvaient s'évaporer. Tante Margaret, d'ordinaire si prompte à la remarque acide, était muette. « Mais comment ?» a fini par murmurer ma mère, à peine audible. « J'ai travaillé, » j'ai dit simplement. « Chaque nuit après que vous vous couchiez, j'étudiais. Chaque week-end où vous croyez que je lisais pour le plaisir, je me préparais pour ça. Chaque fois que vous m'avez dit que je n'étais pas assez intelligente, je vous ai prouvé le contraire en silence. » David a retrouvé la parole le premier, mais sa voix s'est brisée avec une pointe de peur. « C'est faux, ça doit être faux. » Je lui ai tendu l'attestation d'aide financière de Stanford. « Appelle, » ai-je dit calmement, « le numéro est là. Demande si Emma Rodriguez reçoit vraiment une bourse complète de 280 000 $. »
Mon père lisait déjà les documents de Princeton, les mains légèrement tremblantes. « Emma, cette bourse, elle vaut plus que mon salaire sur 4 ans. »« Je sais, » ai-je répondu. « Et contrairement aux études de David, elle ne vous coûtera pas un centime. En fait, je sortirai diplômé sans dette pendant qu'il devra plus de 200 000 $ de prêt. » La pièce a explosé en chaos. Mes parents me bombardaient de questions, essayant de comprendre comment j'avais réussi tout cela sans eux. David restait figé, les yeux rivés sur mes scores. Tante Margaret et Amanda avaient l'air d'avoir vu un fantôme. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» a demandé ma mère, les larmes aux yeux. « On aurait pu fêter, on aurait pu t'aider. » Je les ai regardés un par un avant de répondre. Parce qu'à chaque fois que je montrais de l'enthousiasme pour apprendre, quelqu'un, ici, trouvait un moyen de m'en dissuader. Chaque fois que je disais vouloir étudier quelque chose de difficile, on me demandait d'être réaliste. J'ai appris à cacher mes ambitions parce qu'elles n'étaient pas les bienvenues dans cette maison. Mon père a tenté de réécrire l'histoire. « Emma, on a toujours cru en toi. On voulait juste que tu sois pratique pour éviter une déception. »« Non, » ai-je dit d'un ton net. « Vous avez cru que David était le seul intelligent, et vous m'avez traité comme si je n'étais bonne qu'à un collège communautaire. Hier, vous avez dit que je n'étais pas faite pour l'université, et vous avez décidé de donner mon fonds d'études à David. Aujourd'hui, vous avez sous les yeux la preuve que non seulement je suis faite pour l'université, mais que je suis admissible aux bourses des établissements les plus prestigieux du monde. » Les semaines suivantes ont été tendues et maladroites. Mes parents ont essayé désespérément de se rattraper, soudain très intéressés par mes réalisations et mes projets. Ils voulaient m'organiser une fête de remise de diplôme, appeler la famille pour partager la bonne nouvelle et récolter les lauriers d'avoir amené une fille si brillante. Mais quelque chose de fondamental avait changé entre nous, et leur soutien tardif ne m'intéressait pas. J'ai poliment décliné leurs offres d'aide pour ma transition vers l'université. J'avais déjà tout réglé seul. Le voyage, l'assignation en résidence, le choix des cours et même un poste de recherche d'été qui commençait juste après la remise des diplômes. Ce n'était pas par cruauté, c'était pour poser des limites et reprendre ma liberté. Quand je suis partie pour Stanford en août, j'ai ressenti une liberté que je n'avais jamais connue. Le campus sentait l'eucalyptus et la possibilité pure, à l'opposé de l'atmosphère étouffante des faibles attentes que je laissais derrière moi. Pour la première fois, j'étais dans un environnement où ma passion pour l'étude était célébrée plutôt que rabaissée. L'université a été tout ce dont j'avais rêvé, en mieux. J'ai fait une double spécialisation en ingénierie environnementale et en chimie, j'ai maintenu une moyenne de 3,9 et j'ai mené des recherches qui ont débouché sur 3 publications avant d'être diplômée. Mes professeurs ont très vite perçu mon potentiel et j'ai fleuri comme je ne l'avais imaginé que lors de ces longues nuits d'études clandestines. J'ai été élue à Phi Beta Kappa en 3e année, un honneur qui m'a fait pleurer discrètement dans les toilettes avant d'entrer à la cérémonie en robe blanche et talons empruntés. Le cordon d'honneur pesait plus lourd que son apparence, et comme mon nom a résonné, j'ai senti quelque chose en moi se redresser. Ce printemps-là, lors d'une cérémonie de bourse, j'ai reçu en plus une bourse nationale de 150 000 $ par-dessus ce que j'avais déjà. Pendant ce temps, David a peiné à finir à Northwestern, abandonnant la pré-médecine pour un diplôme d'études générales. Il était diplômé avec plus de 200 000 $ de dettes et sans voix claire, l'aura de camp prodige ternie par la réalité financière. L'ironie n'a échappé à personne. J'étais sans dette et épanouie, pendant qu'il se noyait dans les emprunts pour lesquels ma famille avait priorisé son éducation au détriment de la mienne. Quand j'ai terminé mon doctorat à Stanford à 25 ans, on m'a proposé un poste dans un grand cabinet de conseil en environnement avec un salaire de départ de 125 000 $. Forbes m'a inscrite sur sa liste 30 Under 30 dans la catégorie Sciences, en reconnaissance de mes recherches sur les technologies durables de traitement de l'eau. J'ai envoyé un exemplaire du magazine à la maison, non pas comme une pique, mais comme un témoignage discret du chemin parcouru. Le moment le plus poignant a été mon retour dans mon lycée, invité comme ancienne élève pour prononcer le discours lors de la cérémonie des prix académiques. Debout sur le pupitre, face à des faces qui me rappelaient la jeune fille que j'avais été, j'ai parlé d'une adolescente qui faisait la vaisselle pendant que sa famille planifiait son futur sans lui demander ses rêves. Parfois, la première personne qui doit croire en vous, c'est vous-même. Parfois, vous gardez vos lettres d'admission dans des tiroirs. Parfois, vous étudiez à la lumière de la lampe tandis que les autres dorment, portés non par leurs attentes, mais par votre propre détermination. Et parfois, la plus grande victoire, ce n'est pas de prouver aux autres qu'ils avaient tort, c'est de prouver à vous-même que vous aviez raison. Après la cérémonie, une mère est venue vers moi, avec sa fille qui serrait une lettre d'admission du MIT. « Merci », a murmuré la mère, les yeux humides. « Ma famille m'a dit les mêmes choses qu'à vous. Je n'ai pas écouté, et je ne laisserai pas ma fille écouter non plus. »
En regardant le visage de cette jeune fille, brillant de possibilités et de volonté, j'ai revu mes 17 ans, cachant des brochures sous mon matelas et rêvant d'un autre futur. Depuis maintenant, je me suis réconciliée avec mes parents, même si notre relation n'est plus la même. Ils ont appris à respecter mes réussites et à faire confiance à mes décisions, même s'ils ne les comprennent pas toujours. David et moi nous sommes rapprochés aussi, et il plaisante souvent en disant que j'ai toujours été la plus intelligente. Il lui a juste fallu du temps pour le constater. Il travaille maintenant comme chef de projet, rembourse ses prêts petit à petit, et nous parlons régulièrement de tout, sauf des vieilles dynamiques. La leçon la plus importante que j'ai apprise, c'est que votre valeur n'est pas déterminée par les attentes ni par les limites des autres. Parfois, ceux qui vous aiment le plus peuvent être ceux qui vous freinent, non pas par méchanceté, mais à cause de leurs propres peurs et préjugés. Apprendre à croire en soi quand personne ne le fait n'est pas une simple compétence académique. C'est une compétence de vie qui vous soutient longtemps après l'obtention du diplôme. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, aucune dette, et je dirige une équipe de recherche qui développe des technologies révolutionnaires pour l'eau potable. Je suis propriétaire de mon logement, j'ai voyagé sur 6 continents pour des projets de recherche, et je suis fiancée à un ingénieur brillant rencontré en doctorat. Mais au-delà de tout ce que j'ai accompli extérieurement, je suis surtout prête de la force intérieure forgée durant ces années où on m'a sous-estimée. Si on vous a déjà dit que vous n'êtes pas assez intelligent, pas assez capable, pas fait pour la fac, sachez que ces voix ne définissent pas votre potentiel. Vous pouvez choisir les manuels ouverts à minuit et les examens blancs qui vous laissent les doigts endoloris. Vous pouvez choisir les lettres d'admission cachées dans les tiroirs et les offres de bourse qui s'additionnent comme une délivrance. Vous pouvez choisir de révéler votre autorité calmement avec des preuves qui parlent plus fort que leurs doutes. La meilleure revanche, ce n'est pas de prouver qu'ils avaient tort, c'est de construire une vie si authentique et réussie que leurs opinions deviennent sans importance. C'est traverser une scène de remise de diplôme sans dette, en portant la satisfaction tranquille de savoir que vous l'avez fait à vos termes. C'est la paix qui vient quand vous n'avez plus besoin de leur validation parce que vous avez appris à vous valider vous-même. On me demande souvent à quoi ressemble la victoire. Je réponds que c'est un peu comme respirer enfin après des années en apnée. Ça sent l'eucalyptus et l'odeur des bibliothèques. Ça a le poids d'une clé Phi Beta Kappa dans la paume. Ça résonne comme summa cum laude dans un stade, et c'est que mon nom suit. Ça ressemble à consulter mon compte et voir 0 dette. Ça ressemble à tenir un magazine Forbes avec mon visage en couverture et à me souvenir d'une table de cuisine où on m'a dit que les filles n'avaient pas besoin d'aller à l'université. Plus que tout, la victoire a ressemblé au fait de devenir la personne que je savais toujours pouvoir être, malgré toutes les voix qui prétendaient le contraire. On a dit que les filles n'avaient pas besoin d'université. On a dit que je n'étais pas faite pour ça. On a dit beaucoup de choses. Mais j'ai appris la réponse la plus puissante. J'ai laissé ma vie parler pour moi. Et au bout du compte, c'était la seule voix qui comptait.